Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire, émission spéciale d'urgence. La situation est très grave avec déjà plus de 100 blessés, dont des enfants. Un missile balistique a frappé le sud d'Israël, dans la ville d'Arad, près de la mer Morte. Il y a eu un impact direct, il y a de nombreux blessés. La zone est déclarée zone sinistrée. En ce moment, il semble que le missile soit un Khorramshahr 4. Il a contourné les défenses d'Israël et a fait un impact direct, comme je l'ai dit, sur Israël. Je vous souhaite la bienvenue, façon de parler, pour faire un commentaire, ici sur Stratégie Militaire. Merci beaucoup d'être ici. En direct avec nous, nous avons également ce soir comme invité Ariel Kanievski, qui est en direct avec nous. Ariel, bonsoir. Shalom, comment ça va? Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a commencé avant. Il y a un moment, ils ont lancé un missile. Ils essaient de toucher Dimona. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs jours. Ils veulent attaquer la centrale nucléaire qui se trouve dans le désert du Negev, à côté de la ville de Dimona. Il y a très peu de temps, il y a aussi eu un impact direct à Dimona avec plusieurs blessés, tous déjà évacués à l'hôpital. Et maintenant, il y a seulement quelques minutes, une autre attaque et encore une fois, un impact direct. Un missile balistique, une demi-tonne d'explosifs apparemment, a frappé directement. C'est le gros missile. Nous ne parlons pas de bombes à sous-munitions. Nous disons toujours des petites bombes à sous-munitions. Nous disons toujours des morceaux de missiles interceptés en l'air. Non, c'est le missile entier, celui avec une demi-tonne d'explosifs. La même chose qui s'est produite à Beit Shemesh au début de la guerre, qui a contourné les systèmes de défense, ce missile géant, et il a frappé directement et il y a eu des morts. Le même événement vient de se produire il y a quelques minutes à Arad. C'est aussi dans le désert du Negev, là dans la zone entre Dimona, dans la partie nord du désert du Negev. Nous n'avons pas encore de chiffres précis, mais nous avons des images, dont certaines que je t'ai envoyées, publiables. Oui, nous sommes en train de les regarder en ce moment. Nous voyons des images vidéo, nous avons quelques photos, nous allons les montrer maintenant, tout de suite. Ce sont presque des images en direct. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, je te les transmets et nous les montrons au public. Officiel, tu veux que je te dise ou que je te dise officiellement? Officiellement. Écoute, nous savons que le nombre de blessés va augmenter, mais officiellement, il y a entre 30 et 40 blessés. Nous savons qu'il y en a plus. D'accord. Plus, il y en a beaucoup plus. Et pour l'instant, aucun décès n'a été déclaré, mais il y a des personnes disparues, il y a des personnes coincées, il y a des gens. Les décombres de certains des bâtiments, il y a plusieurs bâtiments détruits, on peut le voir sur les images. Il n'y a pas encore eu d'effondrement, mais à tout moment, les bâtiments sont déjà fragilisés. Il y a un bâtiment qui est en train de s'effondrer, il y a un bâtiment, nous allons le voir maintenant en images. Concernant les morts, moi, comme je l'ai dit au début, il y a des informations qui disent qu'il y a des morts. Attendons un peu aussi. Excusez-moi, peut-être que je me suis un peu précipité avec ce sujet, mais la situation est grave. La situation est vraiment grave en ce moment. Je vais dire une chose, le missile Khorramshahr pèse entre 1500 et 1800 kilos, rien que ça, la bête. C'est un missile avec lequel ils auraient aussi essayé d'attaquer Diego Garcia la nuit dernière. C'est un missile qui, d'après ce que nous savons, ou d'après ce qui se dit, il a une portée de 4000 km et il peut atteindre n'importe quelle capitale d'Europe. Ce qui est tombé là-bas aurait pu tomber à Paris, à Madrid, n'importe où en Europe, pour que les gens se rendent compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 4000 km, mais que l'Iran possède des armes de 4000 km capables de faire cela. Il faut le dire très clairement à beaucoup de gens qui disent que cette guerre n'est pas la leur, que cette guerre n'a rien à voir avec eux. Je pense qu'ils se trompent beaucoup, ou qu'ils ne savent pas voir venir la météorite avant qu'elle ne leur tombe sur la tête. À proprement parler, je vais vous montrer une photo pendant que nous allons maintenant montrer des photos et des vidéos de ce qui se passe pour que les gens voient l'arme dont nous parlons. En ce moment, nous allons montrer une photo. Et oui, c'est vrai, ils tirent depuis 24 heures sur la zone du Negev, sur la zone de Dimona, pour tester les défenses anti-aériennes, tester les points faibles. Et il semble malheureusement qu'ils trouvent la faille pour s'infiltrer à travers la défense anti-aérienne. Voici l'image du missile, on le voit ici, c'est le Khorramshahr. Comme je l'ai dit, c'est un missile gigantesque, la dernière évolution des missiles iraniens. Il existe plusieurs versions, il peut transporter une ogive nucléaire, voire même des ogives à sous-munitions.
Haute pénétration, comme ce qui vient de tomber à l'instant, ou explosif puissant, comme ce qui vient de tomber juste à Arad. Et qui est destructeur, à carburant liquide, il faut du temps pour le charger, et qui est à carburant solide. L'attaque doit être préparée longtemps à l'avance, et ce missile a dû être lancé depuis l'un des arsenaux qui doivent encore être cachés quelque part en Iran pour ouvrir le feu contre une ville pleine de civils. Images. C'est Swashbuckna. Ariel? Parle-nous de cette ville parce que la population là-bas est très mixte, n'est-ce pas? Oui, à l'origine, c'est une ville d'Israéliens d'origine nord-africaine, de la région de Juifs d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine tunisienne. On trouve aussi quelques Indiens et des Yéménites. Avec le temps, surtout ces dernières décennies, une large population ultra-orthodoxe s'y est installée. Là-bas, ils ont commencé à acheter des immeubles entiers, ils ont formé des quartiers ultra-orthodoxes, et c'est pourquoi, sûrement dans une grande partie des images que tu vois, il y a des juifs, des ultra-orthodoxes, des hassidiques, qui aujourd'hui forment, je crois que la moitié de la population de la ville d'Arad l'a choisi. Tu vois, les ultra-orthodoxes ne se soucient pas vraiment de l'endroit où ils vivent. C'est vrai, il est vrai qu'il y a toujours une préférence pour Jérusalem, mais il est aussi vrai que les prix à Jérusalem sont parfois très élevés. Pour les juifs ultra-orthodoxes, qui sont principalement des juifs pauvres ici en Israël, ce qu'ils font simplement, c'est qu'ils vont vivre dans d'autres villes, ils partent en groupe. Cela se passe aussi à Beit Shemesh, cela arrive beaucoup aussi ici à Ashdod, cela se passe à Arad. Et c'est pour cela que cette zone apparaît, d'après les images que nous voyons, comme une zone de juifs hassidiques, une dynastie hassidique appelée Hassidut Gur, qui est l'une des plus grandes d'Israël. Voyons, il faut comprendre de quel type de personnes il s'agit. D'accord, nous avons nos téléphones intelligents, Samsung, smartphone, iPhone. Quand l'Iran lance une fusée, une alerte retentit sur nos téléphones, nous avertissant qu'un missile arrive. Parce que nous avons installé l'application Pikuda Oref, nous avons un smartphone, un téléphone intelligent. Eux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Donc, très souvent, eux aussi vivent, entre guillemets, un peu plus isolés. Ils savent évidemment ce qui se passe et Pikuda Oref a des moyens pour les informer aussi. Appels téléphoniques, SMS, messages traditionnels qui sont également envoyés à ces vieux téléphones parce qu'ils ont des téléphones anciens. Les Nokia, ceux qu'on utilisait il y a 25 ans, eux, ils continuent encore à les utiliser. Et donc, c'est une population qui, même si elle est au courant de ce qui se passe, est un peu plus isolée de l'information. Elle est un peu plus isolée et c'est la raison pour laquelle, d'après les informations que nous avons, il n'y a encore rien d'officiel, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a des enfants parmi les blessés. Nous savons qu'il y a des bébés parmi les blessés, car ce sont des familles nombreuses. Ce sont aussi des familles nombreuses. Alors, si un missile balistique avec une demi-tonne d'explosifs tombe là et fait exploser 3 ou 4 immeubles, voire en fait s'effondrer un, dans chacun de ces appartements qui sont petits. À Tel Aviv, par exemple, il y aurait soit une personne, soit une famille avec 1 ou 2 enfants et un chien. Et au contraire, eux peuvent vivre tranquillement une famille avec 7, 6, 8, 9 enfants parce que ce sont des familles nombreuses. Donc les dégâts sont beaucoup plus importants. C'est pourquoi nous voyons, comme cela s'est passé à Beit Shemesh, nous parlons aussi d'une ville de juifs religieux qui en général vivent plus en appartement que dans les zones un peu moins religieuses. Et c'est pour cela que le nombre de victimes est aussi impressionnant. Nous parlons d'un nombre élevé de victimes. Officiellement, nous sommes à 2 chiffres. Je ne peux pas donner le nombre car ce n'est pas encore confirmé, mais il ne serait pas surprenant que dans les prochaines heures, le nombre de blessés dépasse la centaine. Des blessés de gravité variable, certains graves, d'autres dans un état moins grave, d'autres en état de choc, certains dans un état critique et probablement aussi quelques morts. Ce n'est pas encore officiel, il est 23h20 en Israël. Aucune victime mortelle n'a encore été déclarée, mais malheureusement, nous savons ce qui va se passer. Dans les prochaines heures, ces informations dramatiques vont commencer à apparaître et j'ai deux nouvelles de dernière minute à te donner. La première, l'armée israélienne confirme qu'il y a eu 2 tentatives d'interception et que les 2 ont échoué. L'armée israélienne confirme qu'il ne s'agit pas d'un nouveau missile, mais d'un missile balistique qui a déjà été lancé contre Israël avec 450 kilos d'explosifs. Et l'autre nouvelle, c'est que le cabinet est en train de se réunir maintenant en urgence en faisant des consultations téléphoniques avec tous les membres du cabinet de sécurité pour voir quelles mesures seront prises pour répondre à ce massacre.
À la question de savoir s'ils ont détruit un bâtiment, il y avait un bâtiment là-bas avant, il n'y a plus de bâtiment maintenant. C'est quelque chose d'incroyable. Ce que nous voyons ici. Il y a des images que je ne peux évidemment pas montrer, parce qu'elles sont extrêmement dures et que nous ne pouvons pas les diffuser à cause des règles de la plateforme, évidemment. Mais en plus, aujourd'hui, il pleut énormément dans cette région. Il pleut à verse pratiquement, ce qui n'est pas habituel dans le Negev. En plus de la pluie, il tombe aussi du feu du ciel. Et ils l'ont promis. Ce soir, nous allons nous consacrer à la zone sud d'Israël. Surtout en réponse à la question: pourquoi ont-ils détruit aujourd'hui la centrale nucléaire de Natanz? Merci. Ils ont passé la journée à tenter de détruire une centrale nucléaire. Tirant sur la ville, vers la centrale nucléaire, il faut se rendre compte que si ce qui s'est passé était tombé sur une centrale nucléaire, nous aurions en ce moment non pas un problème sérieux, mais un problème très sérieux. On parlerait de l'évacuation de tout le sud d'Israël pour bien comprendre de la gravité de ce dont nous parlons. J'imagine que le cabinet va se réunir et comme le dit Ariel, il va se réunir tout de suite pour prendre une mesure ferme. C'est une escalade. Regardez l'image, je pense que c'est l'image. Cette image que nous voyons est dévastatrice. Du point 0, je pense qu'il y a plus de 450 kilos d'explosifs là-bas. C'est mon avis d'après tout ce que j'ai vu pendant ces guerres et à peu près ce que nous avons calculé. Les images qui arrivent sont terrifiantes. C'est comme une sorte de jour de l'Apocalypse, une sorte de jour du jugement dernier. Cette fois, l'Iran a atteint son objectif qui est de tuer des civils, de massacrer des villes et de mettre fin à la vie de gens innocents. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer, Ariel? D'accord, nous avons ici, les forces de secours à Arad disent que pour le moment, il n'y a pas de mort. Quoi? Pour le moment, il n'y a pas de victimes mortelles? Bien. Non, pour le moment, il n'y a pas de victimes mortelles. Il y a un nombre impressionnant de blessés, énormément. Il y a une destruction totale. Mais pour le moment, étant donné qu'il est 23 heures en Israël, les forces d'urgence israéliennes informent qu'il n'y a pas de victimes mortelles pour l'instant. Et ils disent ad hoc, c'est-à-dire jusqu'à présent, pour le moment, mais il y a encore des personnes disparues et on pense toujours que certains sont également coincés dans leur maison et n'ont pas encore été secourus. Moi, en attendant, je t'envoie des images, je t'envoie des photos. Au cas où tu voudrais les montrer, ce sont des choses que tu peux déjà diffuser, il n'y a aucun problème. Je veux clarifier quelque chose, je veux dire quelque chose aux gens, d'accord? Voilà la dernière image que je t'ai envoyée. Ce sont les équipes de secours qui cherchent des personnes coincées sous les décombres. Entre les appartements, on regarde, je mets les images, raconte. Les ambulances ont aussi envoyé des hélicoptères pour évacuer les blessés. Avoir besoin, il a aussi raccroché pour Supo Gracias qui a été attaqué pendant guerre des 12 jours. Oui, et ils disent, pour remettre les choses en perspective, que le missile qui est tombé ici est le même que celui qui est tombé à Soroka. C'est ce qu'ils disent. Pendant la guerre des 12 jours, un missile est tombé à Soroka et tout a explosé là-bas. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes car la zone avait été évacuée la veille, sinon cela aurait été catastrophique. Ils affirment que c'est le même missile. Alors, que signifie cela? Que veux-je dire? Ici, il ne s'est rien passé de nouveau, d'accord? Il ne s'est rien passé de nouveau ici. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que le système de défense israélien a échoué. Comme il a échoué les premiers jours à Beit Shemesh. Ce que l'Iran a fait, il le fait depuis 22 jours, c'est-à-dire que ces attaques que l'Iran mène et que nous voyons maintenant et qui ont maintenant provoqué une catastrophe, c'est un massacre. Il le fait depuis 22 jours. Si cela ne tenait qu'à l'Iran, nous aurions des images comme celle-ci tous les jours. La chance que nous avons en Israël, c'est que nous avons un système antimissile à plusieurs couches. Le plus connu étant le dôme de fer. Mais celui-ci ne sert pas contre les attaques iraniennes. Il vise celles du Hamas, du Hezbollah ou du Jihad islamique. Il y a les systèmes Etz-Shalosh, le fameux Arrow 3, qui détectent les missiles balistiques iraniens et les détruisent. Et cela fonctionne plutôt bien. En fait, on dit toujours qu'il y a une efficacité de plus de 90%.
Bien sûr, quand on dit plus de 90%, on ne dit pas 100%, parce que ce n'est pas 100%. Et statistiquement, dans une guerre qui dure déjà depuis 22 jours, si l'efficacité n'est pas de 100% à un moment donné, cela va arriver. C'est-à-dire qu'après 2 tentatives, les 2 tentatives échouent et le missile balistique lancé depuis l'Iran frappe sa cible, avec la malchance que le missile frappe un immeuble résidentiel dans un quartier où vivent beaucoup de gens. Mais pour rassurer les gens, il est évident que nous parlons d'une catastrophe. Il est clair qu'il faut une réponse adaptée, une enquête, et que l'armée doit s'en occuper. Pourquoi 2 tentatives d'interception n'ont-elles pas réussi? Il faut voir ce qui se passe avec les systèmes. Mais comme nous le disons, l'efficacité pour le moment est plutôt bonne. Elle est supérieure à 90%. Parce que sinon, nous verrions des images comme celle-ci tous les jours. Sinon, les images que nous voyons de Tel Aviv, des fake news créées avec l'intelligence artificielle, seraient réelles. Parce que Tel Aviv serait détruite, parce qu'il y aurait chaque jour des impacts qui provoqueraient une destruction comme celle que vient de provoquer le missile qui a frappé tout récemment Arad ou Dimona. Tout à l'heure, ce n'était pas très grave car c'était une sous-munition de bombe à sous-munition. Mais il y a aussi eu un impact direct. Maintenant, la solution? Heureusement, nous avons le système antimissile, mais rien de différent ne s'est produit ici. Ce n'est pas pour cela. Je comprends que les gens sont très inquiets et je comprends que les gens se demandent ce qui se passe et je comprends que les gens disent « L'Iran a-t-il intensifié le conflit ?» Non, l'Iran n'a pas intensifié le conflit. L'Iran, quand il a un objet à nous lancer, il nous le lance. Quand le temps est nuageux, c'est beaucoup plus facile pour eux d'attaquer parce qu'il est plus difficile pour Israël de détecter d'où viennent les missiles. Et cela fait déjà 3 jours que l'Iran a du mauvais temps, et en Israël, il s'est même mis à pleuvoir aussi. Et donc, nous sommes dans une période de quelques jours où nous savons que l'Iran va attaquer davantage. À cause principalement du climat qu'il y a au Moyen-Orient, surtout au-dessus de l'Iran, quand ils ont quelque chose, ils tirent. La même chose qu'ils ont faite maintenant, ils l'ont faite hier à Tel Aviv, et ils l'ont faite hier à Jérusalem. Et ils l'ont faite il y a 2 jours à Ashdod, et ils l'ont faite il y a 4 jours à Haïfa. La différence, c'est que le missile n'est pas tombé, il n'a pas touché, mais si nous n'avions pas le système anti-aérien, il aurait touché quand même. L'Iran a lancé un missile comme il en lance tous les jours. La malchance, c'est que statistiquement, il y en a un qui touche, et quand il touche, ça arrive. C'est ce que nous venons de voir, et je le dis ainsi pour rassurer les gens, surtout pour éviter la panique, pour qu'ils ne pensent pas maintenant que l'Iran garde des armes secrètes qu'il n'avait pas et qu'il va les utiliser contre l'État d'Israël, que l'Iran garde des armes secrètes avec je ne sais combien de kilos d'explosifs, qu'il va maintenant commencer à utiliser et que la guerre va se retourner et s'équilibrer en sa faveur. Rien de tout cela, c'est-à-dire l'analyse que nous faisons, toi comme moi, depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, reste la même. À la différence que maintenant, il y a une tragédie ou une de plus, comme celle que nous avons eue à Beit Shemesh il y a 2 ou 3 semaines. C'est très grave, bien sûr, et l'armée doit enquêter sur ce qui s'est passé et pourquoi les tentatives d'interception ont échoué. Dernière minute. L'Iran ordonne l'évacuation immédiate de tout le quartier. Diplomatique du Qatar de Doha, où se trouvent, entre autres, les sièges d'Al Jazeera. Il dit qu'ils vont tout raser. Ça me fait vraiment de la peine. Quel dommage après tout ton formidable travail. Regarde. Je vais m'approcher pour que vous voyez comme je suis en train de pleurer. Oui, après avoir créé le travail, c'est excellent. Je suis vraiment peiné qu'ils détruisent le siège d'Al Jazeera. C'est terrible. C'est terrible. Regarde ça. Le porte-parole du régime islamique se vante de la nouvelle faille qui leur permet d'attaquer des bâtiments civils dans le sud d'Israël. Et il dit, il faut vérifier si c'est vraiment une faille. Il faut voir. Mais attends, regarde ce qu'il dit le monsieur. Celui-ci qui menace toujours le jeune homme dit qu'il passe à une phase offensive. Après des semaines à identifier les vulnérabilités de l'ennemi, maintenant nous passons à une phase offensive. C'est vrai que j'ai remarqué qu'ils ont changé leur façon d'attaquer. Ils ont essayé différentes méthodes. Et la méthode qui marche pour eux plus ou moins, c'est de lancer des munitions à basse altitude.
Parce que là, ni le système THAAD, ni le système Arrow, même certains systèmes patriotes, n'interviennent. Ils lancent un missile qui est gigantesque, comme le Hormachar, qui a une portée de 4000 km, mais ils le lancent à basse altitude. Pourquoi? Parce que s'il va dans l'espace, ils le détruisent, mais s'ils le lancent à basse altitude, comme il a une portée assez large pour atteindre Israël, ils ne se soucient pas de perdre cette portée, qui est réduite en volant à basse altitude plutôt qu'à haute altitude. Et ils le lancent et ils passent par là. C'est plus ou moins ce qu'ils envisagent, d'après les attaques que nous avons vues et les systèmes qui sont utilisés pour les abattre. Parce que nous ne voyons pas de grandes vagues, nous ne voyons pas de vagues de 200 missiles, il s'agit d'un seul missile qui a touché, un seul missile à Dimona qui a touché. C'est-à-dire nous sommes sur du 1 contre 1. Bien sûr, mais c'est à cela que je fais référence. Bien sûr, si tu lances 30 missiles d'un coup, comme ils l'ont fait pendant la guerre des 12 jours, statistiquement, 1 ou 2 vont tomber. Si tu en lances un, mais que tu en lances un 15 fois, 20 fois, 30 fois statistiquement, il y en aura un qui va tomber. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est exactement ça. La statistique est la même, la statistique est la même. Donc, ce que je pense, ils essaient peut-être d'augmenter l'impact, comme tu dis. Et tu comprends, mais moi, je n'y connais rien. Je pense aussi qu'il s'agit d'une question statistique. Je crois que c'est principalement ça. C'est principalement une question statistique. Il est vrai que nous avons tous deux remarqué qu'ils ont attaqué plus ces derniers jours. Qu'ils n'attaquaient il y a une semaine ou deux. Plus souvent, pas avec plus d'intensité, mais à des intervalles plus courts. C'est-à-dire que le temps d'attente entre deux attaques s'est réduit ces derniers jours. Bien qu'il soit également vrai que dans la région de Tel Aviv, dans la région d'Ashdod et dans la région de Jérusalem. Nous n'avons pas vu autant d'attaques aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, nous avons surtout vu des attaques. Et hier, dans la région de Dimona, oui, dans la région du Negev, je pense qu'ils essayent d'attaquer là-bas. Je pense que c'est la réponse de l'Iran qui se poursuit encore suite à l'attaque israélienne sur le gisement de gaz. Ils ont annoncé, nous allons maintenant attaquer les infrastructures critiques de l'État d'Israël. L'affaire de Dimona est-elle liée à l'attaque contre la centrale de Natanz, survenue également de nuit? Même si Israël n'y a peut-être pas participé, pour l'Iran, cela ne change rien. Si Israël a participé, si c'était les États-Unis, c'est leur centrale nucléaire, alors, en réponse, l'Iran attaque notre centrale nucléaire. D'accord, ça ne me dérange pas. Tu sais ce que je dis? Ils veulent toujours attaquer Dimona, qu'ils attaquent un Dimona, ça m'est égal. Pourquoi attaquent-ils un quartier où vivent des familles? Parce que quand Israël ou les États-Unis attaquent un Fordow, ou attaquent un Natanz, ou attaquent un Ispahan, ils n'attaquent pas des familles, ils attaquent des centrales, ils attaquent l'infrastructure du pays. Donc le principal problème, c'est que l'Iran est un régime terroriste qui finance le terrorisme, attaque des familles, attaque des gens innocents. C'est ça le problème principal. Je veux te poser une question, mon ami David Adom. Nous avons officiellement jusqu'à présent 64 blessés, c'est énorme. 64. C'est une folie. 7 sont dans un état grave, mais grave, pas critique. Grave signifie qu'ils survivent. 15 dans un état intermédiaire et le reste avec des blessures légères. Bon, il semble que pour le moment, il n'y a pas de victimes, on dirait. Ils disent que les personnes ont été retrouvées sous les gravats, grièvement blessées, comme tu l'as dit, mais pas mortes. Au départ, on croyait qu'elles l'étaient à cause de la quantité de gravats. Ariel, je vais te poser une question. Toi qui fréquentes les refuges, as-tu constaté moins de monde qu'avant? Ou le nombre de personnes est-il le même que le premier jour? Non, C'est-à-dire, est-ce que les Israéliens continuent d'aller dans les refuges, ou certains en ont-ils assez d'y aller et arrêtent-ils d'y aller, ou préfèrent-ils rester chez eux? Que se passe-t-il? Et je t'explique pourquoi il y a toujours eu une certaine apathie à aller au refuge. En général, les Israéliens n'aiment pas trop courir au refuge et tu trouveras toujours des gens qui n'y vont pas. Cela arrivera toujours. Regarde cette vidéo. Yes. Il est impensable que cela, ou si cela se retrouve juste là. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est vrai, ça vient de Dimona. Celui-ci vient de Dimona, 945.
C'est celui d'il y a quelques heures. Pourquoi les gens ne vont-ils pas à l'abri? Quoi ici? C'est quelque chose dont les gens commencent déjà à se lasser, ils en ont déjà assez. Non, non, je pense qu'il s'agit de cas très particuliers. Je ne crois pas que cela représente la majorité. C'est-à-dire, il y a toujours eu des gens et il y aura toujours des gens pour dire « ça ne m'arrivera pas, ici, ça ne tombera pas ». Il n'arrive jamais rien. C'est comme gagner à la loterie, il y aura toujours ce genre de personnes et c'est ce que nous dénonçons. Je le dis tout le temps, je dis toujours « ok, c'est comme gagner à la loterie ». Les gens de ma chaîne le savent déjà, bien sûr, mais toujours la loterie. Quand tu joues, tu ne gagnes pas, mais quelqu'un, oui, ou quelqu'un à qui c'est arrivé, c'est pareil avec les missiles. Ça ne tombe pas sur toi. Non, jamais. Mais quelqu'un l'a reçu, ce n'est jamais toi. Mais peut-être qu'un jour, ça tombera sur toi. Le problème, c'est que dans toutes les guerres, ce n'est pas spécifique au cas de l'Iran. Certains pensent que ça ne leur arrivera pas et restent dehors. Quand je vais à l'abri, je vois des gens dehors. C'est-à-dire, moi, si tu es déjà dans l'abri, entre dans l'abri. Je vois des gens qui restent dehors à fumer. Voilà, moi j'entre, s'ils veulent entrer, qu'ils entrent. Quelle est la limite? Jusqu'où peux-tu prévenir les gens? S'ils n'ont pas compris après 22 jours que les missiles iraniens tuent, tu fais quoi? Tu les emmènes de force? Ce n'est pas possible, mais je ne pense pas que ce soit un phénomène ou qu'il y ait une tendance de gens qui y vont de moins en moins. Je ne crois pas. Et surtout après les dernières attaques que nous avons vues, puisqu'il y a eu une augmentation des attaques ces derniers jours. Et maintenant, en voyant ces images, les gens vont avoir peur et vont commencer à aller plus souvent dans les abris. Ariel, Israël dit-il que cela représente 450 kilos d'explosifs? Oui, Yo no quiero ni. Si c'est le cas, je n'ose même pas imaginer 1800 kilos. C'est dévastateur. ils parlent d'environ une demi-tonne d'explosifs. C'est moins. Ça? Que penses-tu qu'Israël va faire, Mokshabad? L'un de ceux-là? Non, je pense qu'on continue avec le plan. Je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose de différent. Je pense que le cabinet est simplement réuni pour recevoir une mise à jour. Et ce qui peut arriver, c'est qu'ils avancent de quelque chose qu'ils avaient prévu de faire dans les prochains jours. Qu'au lieu de le faire après-demain ou dans une semaine, ils le fassent aujourd'hui. Bombarder un endroit précis en Iran, qu'ils garderont ça pour plus tard. Mais par exemple, Mokshabad n'est pas une représaille à l'attaque d'aujourd'hui. Mokshabad a une cible sur la tête depuis le 28 février, c'est-à-dire le jour où Israël aura des informations. S'il est en vie, partons du principe qu'il est en vie. Souvent, de nouvelles rumeurs circulent affirmant qu'il est mort, débranché, qu'il ne respire plus ou qu'il est en état de mort. Qu'est-ce que j'en sais? Le type est vivant. Ce n'est pas qu'ils vont le descendre maintenant en représailles à ça. Même sans ça, ils allaient quand même l'éliminer. Je pense qu'on va continuer avec le même plan. Je pense que ce qui doit se passer maintenant, la différence qui doit arriver maintenant, c'est que Israël doit enquêter et faire son autocritique. De voir ce qui a échoué ici, parce que quelque chose a échoué ici, parce qu'il y a eu 2 tentatives d'intercepter le missile qui n'ont pas réussi. Et c'est le travail de l'armée. L'armée doit voir ce qui a échoué pour essayer de le réparer. Parce que, bien sûr, Israël nous dit, ben non, allez dans l'abri, mais même si tu vas dans l'abri, dans un abri, il ne résiste pas à un tel impact. Il ne résiste pas à un impact d'une demi-tonne. Un impact direct, c'est compliqué. Bien sûr, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Qu'il résiste, les images continuant d'arriver, je le dis vraiment, c'est terrible. Comment est la zone dévastée? Dites Al Jazeera. Eh bien, Al Jazeera dit que l'Iran lui a dit qu'ils n'ont lancé aucune roquette sur Diego Garcia, qu'ils n'ont lancé aucun missile. Ah oui, ils disent que non, mais bon, ils ont aussi dit qu'ils n'avaient pas attaqué en Turquie et qu'ils n'avaient pas attaqué dans les pays du Golfe Persique. Ils ont aussi dit ça, mais ce sont bien eux, on sait qu'ils mentent. Eh bien, regarde ce qu'ils viennent de dire, ça y est, ça y est. On dirait que l'Europe ne comprend toujours pas cette histoire et qu'elle va finir par le payer. À la fin, l'Europe va payer ça. Ce qu'ils disent d'ici, c'est si Trump a menacé l'Union européenne de garder le Groenland,
Qu'ils nous appellent, nous les protégerons. J'aimerais dire à l'Union européenne qu'ils nous appellent, nous les protégerons. C'est déjà incroyable. Au final, dis-moi. Parfois, moi, j'ai l'habitude de lire les commentaires. Il y en a un qui pose une question ici. Je ne le vois plus, je viens de le voir. Qui paie la reconstruction de ces bâtiments? Moi, c'est une question que les gens posent toujours. Ils ont envie de savoir ça. C'est l'État qui paye cela. C'est-à-dire que maintenant, toutes ces personnes, nous parlons de dizaines de familles. Nous parlons de milliers de personnes. Certainement, car des dizaines, voire des centaines de familles se sont retrouvées sans logement. L'armée, les quartiers, Israël va les reloger quelque part, probablement dans des hôtels, puisque les hôtels sont vides, car il n'y a pas de tourisme. Et ils vont reconstruire leur maison. Si ce sont des propriétaires, on leur reconstruit la maison. Si tu es locataire, on te donne temporairement un endroit où vivre et ensuite, à un moment donné, tu devras recommencer à chercher un logement par toi-même. Parce que ce n'était pas ta maison, n'est-ce pas? Mais l'État aide. Autant pour ceux qui doivent momentanément trouver un endroit où dormir, pour les prochains jours, semaines, voire même mois, ainsi que pour reconstruire ensuite. Et une autre chose qu'il demande ici, c'est qu'il disait que sur une autre chaîne, je l'ai aussi dit sur la mienne, Israël a arrêté hier un traître, un soldat réserviste, qui faisait partie du système de défense du Dôme de Fer parce qu'il avait transmis des informations. Peut-être est-ce lié à la défaillance du système? Non, cela n'a rien à voir parce que le système Dôme de Fer n'est pas lié au système qui intercepte les missiles balistiques lancés par l'Iran. Il y a eu une arrestation pour trahison. Ce type va passer au moins 10 ans en prison, peut-être même 30, peut-être toute sa vie. Mais ce sont des systèmes différents, qui ont des équipements différents, qui ont du personnel différent pour les gérer, qui sont distincts. Ce n'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes unités. D'accord. Mon Dieu. Madre mía. Et la nuit ne fait que commencer. Et si l'Iran a déjà versé du sang, va-t-il en vouloir plus? Bien sûr, maintenant, ils vont continuer à attaquer là-bas. Ils vont continuer à lancer? Là-bas jusqu'à ce que la fenêtre d'opportunité se referme. Oui. Eh bien, Ariel, je ne veux pas te prendre plus de temps. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si tu veux rester. Oui, j'aimerais demander aux gens de ne pas écrire d'informations qui ne sont pas vérifiées et encore moins de les mettre en avant avec des super chats. Parce que tout le monde le voit et il y a des personnes qui mettent je ne sais combien de morts et je ne sais combien de blessés, des informations qui proviennent de rumeurs et de médias qui ne sont pas vérifiées. Parce que nous, ici, nous donnons l'information vérifiée, d'accord? Et l'information vérifiée est celle que nous avons donnée il y a un moment. Et pour l'instant, il y a 6 blessés dans un état grave, 13 dans un état intermédiaire et 40 dans un état... Comment dit-on quand ce n'est pas grave? Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne trouvais pas le mot, mais pour l'instant, il n'y a aucun mort. D'accord? Alors, je vous demande, s'il vous plaît, ça m'est égal qui vous êtes, que vous soyez membres ou non, que vous payez un super chat ou non. Désolé, ce n'est pas ma chaîne, mais je dois le dire et expliquer pourquoi c'est très grave. Et je vois que le message a déjà été supprimé, je l'ai supprimé moi-même et ça me paraît très bien. Je suis administrateur, j'aurais aussi pu le supprimer, mais comme ce n'est pas ma chaîne, je n'interviens pas trop. Ces messages doivent être supprimés. Je demande aux administrateurs de le faire systématiquement. Principalement parce qu'il y a un pourcentage élevé de personnes qui suivent stratégie militaire et qui sont d'Israël, qui vivent en Israël. Et que la principale source d'information, comme beaucoup ne maîtrisent pas encore bien l'hébreu, c'est celle-ci. Il s'agit peut-être de personnes ayant de la famille à Arad qui ignorent encore ce qui vient d'arriver. Et il n'est pas possible que vous écriviez qu'il y a des morts ou qu'il se passe je ne sais quoi à Arad, parce que vous l'avez vu sur je ne sais quel canal WhatsApp ou Telegram. De médias non officiels et de personnes se prenant pour porte-parole de l'armée ou du gouvernement israélien, alors qu'ils ne le sont pas. Et il n'est pas possible que ces personnes, qui sont des proches de personnes peut-être disparues, lisent ces messages et paniquent. Et je le dis surtout pour les gens qui vivent en Israël, et j'en ai la preuve, toi aussi, stratégie, qu'il y a un très grand nombre d'hispanophones qui vivent en Israël. Le principal moyen d'information qu'ils consomment, c'est celui-ci.
Alors, s'il vous plaît, si vous allez payer pour un super chat, si vous voulez collaborer, faites-le pour des causes justes, pas pour propager de fausses informations, ni pour continuer avec l'alarmisme, parce que vous n'aidez personne. Nous avons déjà une situation assez problématique pour devoir en plus gérer ce genre de personnes. Merci. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention concernant ce sujet. Je présente aussi mes excuses parce qu'au début, j'ai dit qu'il y avait des morts. Et c'est parce que j'ai vu ce chiffre publié partout. Je m'excuse, nous rectifions. Heureusement, il n'y a pas de morts pour l'instant et j'espère qu'il n'y en aura pas. En fait, ensuite, quand nous aurons terminé la vidéo, j'éditerai cette partie, je l'enlèverai, évidemment, parce que ce n'est pas une information correcte. Mais oui, parfois, il faut faire très attention. Je comprends aussi, enfin, ce n'est pas pour défendre, mais je comprends aussi que c'est une situation qui se passe un peu en temps réel. Que, disons, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de chose qui arrive. Et tu le vois, tu n'attends même pas un moment. Par exemple, lors de l'attaque à Dimona, alors que je faisais le direct seul, je disais « Je vais attendre un moment avant de diffuser ces images, je vais attendre un moment pour que les équipes d'urgence puissent travailler, C'est normal. C'est normal, il se passe beaucoup de choses très rapidement. Je suis sûr que ce super chat n'avait pas de mauvaise intention, vraiment. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de mauvaise intention. Mais s'il vous plaît, faites attention à cela. C'est la première fois que le chat est d'accord avec un de mes excès sur cette chaîne. C'est la première fois. Ça dépend aussi beaucoup du prestige de la chaîne. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à dire ce genre de choses sans être sûr à 100%, sinon ce n'est qu'une chaîne de plus. Ce n'est pas une stratégie militaire. Et à propos de ce que tu disais sur les gens qui nous regardent en Israël, c'est intéressant, vraiment intéressant. Et regarde, je vais te donner un chiffre pour que tu vois il y a. Et que vous réalisiez quelque chose, n'est-ce pas? Il y a 169 000 personnes qui nous ont regardés depuis Israël ce dernier mois. 169 000 personnes. Et depuis que Stratégie Militaires a commencé, ce qui mérite aussi d'être souligné, des gens qui nous ont regardés depuis Israël, c'est de la folie. Regarde, je viens de me faire plaisir en supprimant un message, 1 800 000. Eh bien, je ne sais pas. Il sera bien supprimé. Oui, oui. Voyons. Oui, je te jure que oui. Ah oui, on va voir s'il y a des morts, on va le dire. Pero cuando No, esté no, escucha. confirmado. En plus, je pense qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait des morts. Malheureusement, en voyant ce qu'on voit, Très bien, c'est parti. Je pense qu'il est possible que dans les prochaines heures, nous recevions de pires nouvelles que celles que nous avons pour l'instant. Et je vais clarifier cela parce que je vois dans le chat, il continue de dire des choses alors qu'il est 23h50 en Israël en ce moment parce que nous sommes en direct. Officiellement, il n'y a que des blessés, certains dans un état grave, d'autres dans un état intermédiaire, d'autres dans un état léger. C'est-à-dire, en ce moment, alors qu'il est presque minuit, heure israélienne, il n'y a pas de morts officielles à la suite de cette attaque. Et je sais qu'il y a des canaux officieux, parce que moi aussi je les lis et moi aussi je reçois ces informations. C'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans toutes les langues, ils disent des choses qui ne sont pas officielles, provenant de médias qui ne sont pas officiels. Alors, s'il vous plaît, ce sujet est très sensible. Nous parlons de personnes, de victimes, nous parlons de familles, nous parlons d'une information qui ne peut pas être donnée à la légère pour ce genre de choses. Nous ne consommons que des informations officielles et l'information officielle est celle que nous venons de donner et aucune autre. Et la possibilité est en train d'être envisagée. Rappelle-toi qu'il y a une semaine, Estrategias, nous avons donné l'information qu'Israël approuvait et l'ouverture des écoles dans certains endroits. Eh bien, il semble qu'ils envisagent peut-être cela. On a également parlé lors de la réunion téléphonique du cabinet de sécurité. Il semble qu'ils envisagent de fermer toutes les écoles en Israël dès demain. Mientras que- importa. pendant que toute cette question est en cours d'enquête, cela me paraît effectivement logique. En plus, je trouve cela responsable. Je vois que des gens continuent d'écrire. Eh, Les médias sur Twitter alertent,
Je ne sais pas de quelle alerte parle Ariel, qui regarde ça en ce moment même à la télévision israélienne, où il y a un représentant du commandement de la sécurité intérieure d'Israël, assis à côté du présentateur télé, annonçant le nombre de blessés qu'il y a. Et Peu importe qu'ils mettent alerte, je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est que c'est le gouvernement qui l'annonce officiellement. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. S'il vous plaît. dejar ya de Et escribir. certains dans le chat disent qu'ils le voient à la télévision en Espagne. Ils disent quelque chose de différent de l'information officielle. Et Bueno, pues Qu'ils continuent à regarder. L'Espagne va bien, que ça continue ainsi. qui disait ça? L'Espagne va bien, je ne sais pas. no. Quelqu'un disait que l'Espagne allait bien. Qui c'était? Et il y en a un qui est très en colère. Regarde comment il est habillé. Le commandant de la gardien de la Révolution pour la force aérospatiale. On dirait un agent du Mossad. Tu te rappelles quand, pendant la guerre des 12 jours, ils ont envoyé un dépliant en Iran? Comment reconnaître un espion du Mossad? Il porte une casquette, des lunettes, un masque. C'était vraiment bien. S'il sort dans les poubelles ou garde les rideaux fermés la journée, et je ne sais quoi d'autre. Oui. Bon, eh bien voilà. Maintenant, ils sont flippés. Ils sont vraiment flippés, mais malgré ça, ils doivent continuer à avancer. Qu'est-ce qu'a dit le chef du Parlement iranien? Cette nuit, j'ai rêvé de lui. Et fais attention quand tu rêves, parce que le président du Parlement iranien se vante de ses immeubles résidentiels impressionnants. Le régime israélien n'a pas intercepté les missiles à Dimona, pourtant très protégés. Est-ce un signal opérationnel d'une nouvelle phase de la bataille? Les cieux d'Israël resteront sans défense. En conséquence, il semble que le moment soit venu de mettre en œuvre les prochains plans prédéfinis. Joyeux Nowrouz à la nation iranienne. Galibaf, pour ceux qui ne savent pas, je vais montrer la photo. Au fait, La dernière phrase, nous pouvons aussi la dire nous-mêmes. Joyeux Nowrouz à tous les Iraniens qui célèbrent ces jours-ci le Nouvel An, quelle que soit leur religion ou leur idéologie politique. Les Iraniens exilés et opposants au régime. C'est une fête qui leur appartient aussi, et heureusement, c'est une fête qui a été préservée après la révolution des ayatollahs en 1979. Même si cela n'a rien à voir avec l'islam, donc oui, joyeux Nowrouz à tous les Iraniens qui nous regardent, surtout dans la diaspora. c'est incroyable. Voici Galibaf. Eh bien, Galibaf, je pense que il a des chiffres assez importants, il a des chiffres assez élevés. Pour moi, je veux... Cet homme, pourquoi n'a-t-il pas encore rendu son âme au Créateur? Je pense que sur la liste de Netanyahou, il doit être là. C'est que je pense que cette liste change de numéro. Je pense qu'elle change de numéro de position, non? Et Galibaf est en train de monter. Il veut monter et il veut s'élever. Il cherche déjà l'ascension. Tu sais, cette histoire que dans les îles Vierges, il n'y a plus de vierges. Il n'y a plus 72 vierges, alors il y en a une de 72 ans pour chacun? Il ne reste que des mamies? C'est terrible, c'est vraiment terrible. Ce sont les images que nous voyons avec beaucoup de dureté, c'est ce que nous voyons. Cela fait 22 jours de guerre, nous n'avons vu que 3 endroits touchés avec une telle violence pendant ces 23 jours. L'un dans la zone du centre d'Israël, en périphérie. Je crois que c'était à Ramat Gam, un autre à Beit Shemesh, et celui-ci dont je me souviens en ce moment. Qu'il y ait une destruction de ce type, il y a eu des dégâts matériels, c'est indéniable. Il y a eu quelques maisons qui ont été détruites non par une arme à sous-munitions, il y a eu des pénétrations par le toit, il y a eu des victimes, mais le niveau de violence que nous avons vu, il faudrait aussi voir l'image de Dimona que nous n'avons pas vue d'en haut. Qu'est-il arrivé là-bas? Un missile similaire y est-il aussi tombé? Donc si nous comprenons qu'aujourd'hui est un jour noir pour Israël, évidemment, à cause de ce qui se passe dans le sud, le fait que l'Iran tire sur la zone sud, après avoir détecté qu'il pourrait y avoir un certain type de difficulté dans le système anti-aérien, en raison des conditions météorologiques ou pour une autre raison quelconque.
c'est aussi remarquable et il faut l'analyser et l'étudier. Mais Israël n'est pas détruit, c'est-à-dire, Non, non, non. ce n'est pas parce qu'il y a eu 5 impacts de ce type en 22 jours qu'Israël est détruit. Non, Il est vrai que cette zone est détruite. c'est comme ça. C'était comme ça. Et il y a aussi une zone comme ça à Tel Aviv. Une zone. Et il y en a une à Tel Aviv depuis le premier jour. Tu te souviens? Oui, il y a une zone comme ça. Même pas à Beth Shemesh, c'est tombé dans un bunker. Donc, le quartier n'a pas non plus été détruit. Et maintenant, et puis il y a d'autres endroits où il y a une certaine destruction. Mais non, ces images qu'ils montrent, ou bien ils prennent des images de Gaza, de Beyrouth ou de Téhéran et les font passer pour Tel Aviv. Ou qu'ils les prennent directement de l'intelligence artificielle. Attends-moi, il y a des stratégies que je veux. M'adresser à une personne, Ephraim, qui est très nerveuse. Al tidag Ephraim en la nomeida mesubag אנחנו ניזונים מהטלוויזיה, כל בת שנה אנחנו מספרים, זה הוכשר קודם כל על ידי הצנזורה הצבאית. אז הכל בסדר, אתה לא צריך לדאוג, אנחנו לא מספרים סודות, כי פשוט אין לנו סודות, אז הכל בסדר. אל תדאג, אתה ג'ול דינקסון ברלקת דינקסון רגוע. Voilà. Introduction. Ephraim met un message en hébreu qui dit que, s'il vous plaît, nous devons faire très attention aux informations que nous montrons, car nous pourrions donner des informations à l'ennemi. Ceci est publié par les services d'urgence. Oui, exactement. Un logo de l'organisation qu'il a publié apparaît ensuite. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé celle-là, non? Non, non, non. Je ne consomme pas de médias arabes. Alors je lui ai dit, pour qu'il soit rassuré, pour donner un message, non, non. Bien sûr, nous ne révélons pas de secrets, principalement parce que nous n'avons pas de secrets et que nos informations sont approuvées par les médias israéliens qui reçoivent l'approbation de la censure militaire. Et par conséquent, tout ce que nous racontons est autorisé à être publié. Bien sûr, les gens sont maintenant très paranoïaques. Voyons, l'Iran sait où il a frappé. L'Iran sait où il frappe, sait-il où il lance ses missiles? Moi, À moi, oui. non, ce sont des missiles dont ils connaissent la cible. Non, écoute, regarde, on diffuse une vidéo du service d'urgence en train de donner une interview sur le terrain. Un endroit. Il s'est rendu aujourd'hui à Arad, où sont arrivées les caméras de l'Union et du parquet. Est-ce que le chef de l'équipe de secours, le porte-parole ou la personne responsable explique ce qui s'est passé? Comment se déroulent les opérations de secours en ce moment? Oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose d'inévitable. La famille, c'est quelque chose d'inévitable. Que si l'Iran détecte qu'il y a un grand nombre d'équipes de secours à un endroit, il lance une seconde attaque pour essayer de les achever, c'est inévitable. Ils le sauront s'ils savent où ils l'ont frappé, car ils peuvent vite le constater. Parce qu'ils ont du renseignement sur le terrain et d'autres systèmes dont nous n'allons pas parler. C'est inévitable, mais cela ne signifie pas que parce que nous faisons ce direct, en commentant et en expliquant au monde ce qui se passe, on mette la vie de qui que ce soit en danger. Au contraire, le monde doit voir cela. Le monde doit voir cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est Israël, demain, ça peut être Madrid, après-demain, Barcelone, ça peut être Rome, ça peut être Athènes, ça peut être la France, Paris. Cela peut être l'une de nos villes en Europe. Celles qui peuvent être confrontées à la terreur de l'Iran, qui nous tient tous en otage avec ses missiles balistiques. 400 kilos de plutonium pour 10 armes nucléaires. Si les gens ne veulent pas s'en rendre compte rapidement, eh bien c'est leur problème. Mais le monde doit voir cela. Détourner le regard ou le cacher est une erreur. Et cette chaîne n'est pas là pour faire la propagande d'un pays, cette chaîne est là pour raconter ce qui se passe. Et s'il y a eu de la destruction, comme ce demi-pâté de maison que nous voyons là, qui a été anéanti, on le raconte. C'est une tragédie, mais on le raconte parce que les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe. En plus, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Je crois vraiment qu'il va y avoir une escalade, je le pense. Il y a des raisons pour qu'il y ait une escalade dans le contexte d'aujourd'hui. Samir a dit que la guerre était déjà arrivée à mi-chemin, c'est-à-dire que nous étions en pleine opération. Et que maintenant, la guerre entrait dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie finale ou intermédiaire, avant d'aller vers la fin.
Je pense que cela va changer les plans parce que l'Iran possède toujours des missiles balistiques. Je voulais vous demander, car j'ai vu une publication de Netanyahou, j'ai vu que Netanyahou a parlé quelque part, a-t-il fait une déclaration? Est-ce qu'on sait quelque chose par la télé? Où est-ce qu'on le cherche? Non? Netanyahou, il a dit, Netanyahou a bien fait un communiqué, mais court. Ben Gvir se rend sur place et le chef de la police aussi. Et Netanyahou, la seule chose qu'il a dite, attends, je l'ai vu, non, rien d'important, donc je ne l'ai pas mentionné. Qu'a dit Netanyahou? Netanyahou a dit, je l'ai ici, attends que je le traduise en simultané. C'est une nuit très difficile dans la lutte pour notre avenir. Il y a peu, j'ai parlé avec le maire d'Arad et je lui ai demandé de transmettre au nom de tous les citoyens d'Israël nos prières pour le rétablissement des blessés. J'ai donné instruction à la directrice générale de mon bureau de fournir toute l'aide nécessaire avec tous les ministres du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré Netanyahou. Ben Gvir y va? Non, il n'est pas mort. Ben Gvir y va? Non. Ben Gvir est en train d'y aller en ce moment. Ben Gvir n'est pas mort. C'est un autre des sujets qui a circulé ces dernières semaines, que Ben Gvir était mort. Oui, j'ai une vidéo de Ben Gvir d'il y a 2 jours où on voit clairement qu'il est vivant. Peu importe ce que tu montres, ils diront qu'il est mort. Comme pour Bibi, il disait que non, que c'était de l'intelligence artificielle. Le cabinet de sécurité hésite sur la façon de répondre à cette attaque. Oula! S'ils hésitent, c'est parce que la réponse peut être très forte. Hésite. Comment expliquer pour que ce soit clair? Hésite. Cela signifie qu'il y a plusieurs options sur la table et qu'ils ne sont pas encore d'accord sur laquelle choisir. Usine à gaz, encore une fois? Podría ser. En général, ils procèdent à un vote. Et dans ce cas, certains ont une voix double. Par exemple, Bibi a une voix double Pourquoi? parce qu'au sein du cabinet de sécurité, il y a un mini cabinet de sécurité, il y a le grand cabinet de sécurité, avec les ministres en qui Bibi a décidé d'avoir confiance pour qu'ils soient informés des choses les plus sensibles. Mais, par exemple, l'un d'eux est le ministre de l'économie, tu comprends? Un autre est le ministre de l'éducation. Donc, au sein du cabinet de sécurité, c'est ce qu'on appelle initialement le Mid-Baron. C'est un comité, un petit comité qui est composé de Bibi, du ministre de la Défense, du Ramatkal, du chef du Shin Bet et du chef du Mossad. Entre eux, en général, ce sont eux qui décident parce que ce sont les professionnels. Ensuite, ils transmettent cela au ministère. Au grand cabinet, il y a un vote, mais en général, ce que décide le petit comité est aussi ce que décide le grand cabinet. Et il s'agit simplement de consultation pour qu'il y ait aussi d'autres voix au sein du cabinet. Mais il y a des gens qui ont, ce n'est pas officiel, d'accord, mais il y a des gens qui ont une double voix. Mais, par exemple, il n'est pas courant de contredire le ministre de la Défense et le premier ministre au sein du cabinet de sécurité. Ce n'est pas quelque chose de courant. Tu comprends donc si le chef de l'armée avec le chef du Mossad présentent au ministre de la Défense un itinéraire, un plan d'action déterminé? Et c'est ce qu'ils veulent faire, puis ils vont le présenter au reste du cabinet. En général, c'est déjà presque à moitié décidé, tu comprends? C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont une sorte de, entre guillemets. Le double vote n'existe pas vraiment. Ce n'est pas qu'ils lèvent les 2 mains et qu'on compte leurs 2 votes, mais leur voix compte davantage. On trouve le cabinet de sécurité et le mini-cabinet de sécurité. Intéressant. C'est C'est super intéressant. Eh, Des images continuent d'arriver de personnes qui ne vont pas dans les abris. J'insiste là-dessus, il faut aller dans les abris. C'est correct? Moi, à certaines occasions où j'ai dû y aller parce que j'étais dehors, j'ai même vu qu'ils ne ferment même pas la porte, franchement. C'est l'avis de beaucoup de gens. Il y a une image qui est terrible. Le cratère du missile, d'ailleurs, n'est pas dû à un impact direct du missile. Il n'a pas touché directement un bâtiment. Si cela avait été le cas, nous parlerions alors d'encore un autre problème bien plus grave. Je veux vous montrer cette image que vous allez voir maintenant. Un instant, Ariel, merci d'être ici avec nous. QDH Historia, une chaîne que vous pouvez suivre. Confiance totale, 100% dans ce qui est raconté là-bas. Regardez le cratère, Que les gens bénissent? c'est incroyable.
Bon, je m'en vais, je te laisse ici, en train d'analyser les stratégies. Je vous embrasse, que les gens bénissent. Merci à tous, chère communauté. On se voit demain. Prenez soin de vous et si vous êtes israélien, allez dans un refuge. Merci beaucoup Ariel. Nous allons regarder ici plus de vidéos de ce qui se passe. C'était Ariel vraiment épuisé. Il a fait un gros effort pour venir nous raconter ce qui se passe actuellement en Israël. Même ici, la télévision diffuse en hébreu, pas en anglais, et certains détails nous échappent ou restent difficiles à comprendre. 4 mars 2026. Nasser Torabi, expert en affaires internationales de l'Iran. Torabi déclare lors de son interview à la télévision que l'Iran doit être reconnu comme une puissance mondiale. Nous sommes donc entrés dans une nouvelle phase. Et maintenant, il faut vraiment construire des armes nucléaires, il faut montrer à la région qui détient l'hégémonie, et nous devons construire des armes nucléaires. Je ne sais pas si l'Europe veut un Iran doté d'armes nucléaires ou non. En détournant le regard et en laissant les États-Unis et Israël porter toute la responsabilité de l'opération, ils le permettent. Et cela va leur coûter cher, cela va leur coûter très très cher. Le prix à payer sera très élevé. Nous avons des images de l'autre lieu de l'incident, de la zone de Dimona, quelques heures plus tôt, zone 0. Nous allons aussi aller voir cela. Voici la situation. C'est très important. Allez-y, exercice de tir rapide dans toutes les zones. Allez-y. Allez-y. C'est terrible, c'est terrible. Le communiqué officiel de Magen David Adom est le suivant. Et le dernier. Que se passe-t-il il y a 10 minutes? Le service du sang du Magen David Adom fournit 90 unités de sang et de composants sanguins à l'hôpital Soroka de Beersheva, à la suite des récents incidents survenus dans le sud. Pour le moment, il n'y a pas d'appel aux dons de sang dans la région de Beersheva. Il n'y a pas encore d'appel, mais 90 unités ont été envoyées. Avec du sang à l'hôpital. La dernière mise à jour, à 23h45, il y a quelques minutes, fait état de 64 personnes évacuées à l'hôpital, 7 dans un état grave, 15 dans un état modéré, 42 légèrement blessés. En ambulance, en unité de soins intensifs mobiles et aussi certains en hélicoptère de l'armée de l'air israélienne. Les équipes poursuivent la recherche de blessés. Des mises à jour seront fournies si nécessaire. Je sais qu'il y a des rapports selon lesquels il n'y a plus de disparus et qu'il resterait 2 personnes portées disparues qui ne se trouvaient peut-être pas dans le bâtiment. Je ne commenterai pas ici, je vais juste lire. Pour m'assurer de ne dire que ce que dit la source officielle du gouvernement, qu'ils ne vont jamais cacher d'aucune manière le nombre de morts ou de blessés. Ici, il n'y a rien à cacher, ce n'est pas un secret. Israël est un pays qui s'est saigné, et il le fait depuis de très nombreuses années. Et oui, la situation est compliquée, c'est difficile, la famille en ce moment. Et il y a déjà un rapport préliminaire sur ce qui a pu se passer dans ces attaques. Dernière nouvelle. En ce moment, comment se fait-il que l'Iran ait pu contourner le système ? Le même missile utilisé à Dimona et à Arad est le même qui a réussi à Beit Shemesh. Une enquête préliminaire a révélé que le système de défense aérienne américain, ESTAT, devait intercepter les missiles qui ont frappé Arad et Dimona, mais il a échoué dans les 2 cas. Selon Mariv, une défaillance similaire s'est produite lors d'un incident récent à Beit Shemesh. Les missiles étaient identiques dans les 3 cas. Le système a utilisé 3 missiles, 3 impacts, les 3 identiques, les 3 ayant passé le système STAT.
Eh bien, moi, ça me plairait. Vous savez que ceci, c'est stratégie militaire, une chaîne d'informations et surtout de sujets liés au monde militaire. J'aimerais l'analyser. Ceci, 3 missiles. Ce ne sera pas Houramachar, ce n'est sûrement pas celui-ci. L'Iran a dit que c'était celui-là, mais il se peut que ce ne soit pas celui-là. Ils ne vont pas te dire avec quoi ils déjouent le système, mais celui-ci, c'est celui de Dimona. J'aimerais revenir à la vidéo de Dimona, qui me semble assez importante. Là, on le voit tomber, non, celui-ci, excusez-moi, ce n'est pas celui-là. Allons à celui de Dimona, c'est celui à sous-munitions. Je pense que ces missiles changent de trajectoire. Il y a un moment où ces missiles varient leur trajectoire. C'est une sorte de saut qu'ils font. Nous l'avions vu dans la guerre de 2024 lorsqu'ils ont été utilisés contre la base de Nevatim. Et je pense, d'après ce que nous voyons, je vais chercher la vidéo. Je pense que nous sommes face à ce type de... Des projectiles. Nous allons le chercher par ici. Il y a même un moment où il accélère. Et là-haut, sort du nuage. Je te ferai ou je penserai... Tout est à jour, Ravi. Là, on voit celui qui va l'intercepter. Il rate. Oui, là, il y a un mouvement. Je vais voir si on peut le mettre au ralenti. On va faire une chose, je vous demande pardon. Hein. Nous sommes en direct. Je vous demande pardon parce qu'on ne peut pas tout faire instantanément. Faire de la magie et pouf, tout apparaît. Voilà. On va faire une chose, on va modifier la vidéo, on va la mettre au ralenti. Parce que je crois que ce missile qu'il lance fait une sorte de saut pour contourner le système. Et on en a beaucoup parlé, à de nombreuses reprises, cela a été beaucoup dit. Et je pense que nous devons le voir. Voyons voir, je vais le fermer ici, je vais couper le son, je fais du montage en direct. Excusez-moi la famille, nous sommes en direct en ce moment. Sur stratégie militaire. Allons-y. Voyons voir, allons-y. On va ralentir la vitesse, allons-y. Je vais avancer jusqu'au point où l'on voit le missile. Eh bien, nous allons être surpris. Nous allons être très surpris. Nous serons très surpris. Attention. Une seconde. Je suis en train de regarder de mon côté. Attendez une seconde que je vérifie ça. Et ça peut changer un peu. Comment comprendre la situation ce soir en Israël? De toute façon, j'aurai besoin de vidéos. Il me faudrait des vidéos.
plus de vidéos de cet incident. Une seconde, je vais le ralentir un peu. Pour voir si on voit quelque chose. Eh bien, il me semble qu'on a un problème. Il me semble qu'on a un problème. Et en plus, un problème grave. Nous allons le voir maintenant en vidéo. Une seconde, je suis en train de l'éditer. Waouh! Eh bien, je pense que ce n'est pas un Khorramshahr. J'ai le sentiment que ce n'est pas un Khorramshahr. Je pense qu'on va avoir une surprise. Regardons ça encore une fois. C'est incroyable ce que je vois au ralenti. Ce que je vois, je pense que c'est révélateur. On va monter. 2 vidéos, l'une à 0,5 de vitesse. Et ensuite une autre encore beaucoup plus lente pour que les gens puissent voir. Je vous demande de la patience, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là en train de ne rien voir. Vous ne voyez rien. En plus, je pense même que nous pourrions. Voyons si nous pouvons faire une chose. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, parce que je veux afficher Et un moniteur pour voir si nous pourrions. Non. Ce n'est pas possible. D'accord, nous en avons un. Maintenant, passons au super ralenti. C'est-à-dire, on va passer de 0,5 à 0,25. Et ça, eh bien, ça va déjà changer un peu et on va se rendre compte précisément de ce que je suis en train de dire. D'accord, allons-y, la famille. Voyons s'il y a quelque chose d'étrange dans ces missiles. Première caméra, assez long. à moins 0,5. Peut-être que ça va trop vite et que vous ne le voyez pas. Regardons encore. Nous allons l'agrandir. Nous allons l'agrandir. Regardons-le. Maintenant, encore beaucoup plus lentement. Nous allons le faire encore plus lentement. Parce que lorsque nous allons maintenant le passer encore plus lentement, là, nous allons vraiment nous rendre compte de ce qui se passe exactement là-bas. C'est le même missile qui a été utilisé à Bexems, où les systèmes de défense antiaérienne ont échoué. Je vais le couper. Je vais l'agrandir pour qu'on le voit pas mieux. Nous sommes en ce moment 29 000 personnes, la famille. S'il vous plaît, vos likes sont super importants en ce moment. Cette émission spéciale que nous faisons, en faisant des choses qui ne se font nulle part ailleurs. Allons-y.
Caméra super ralentie. On remarque un premier détail. Il y a une première tentative d'interception, là. Ça échoue. Regardez comment le missile se déplace, il échoue. Il échoue, le deuxième intercepteur le dépasse. Et je crois que maintenant, on s'en rend compte, n'est-ce pas? Voyons vos commentaires. Selon vous, que s'est-il passé ici? Moi, quand j'ai vu la vidéo, au premier coup d'œil, parce qu'on va dire que j'ai un bon œil, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quoi? Original? C'est l'original. Même Je vais essayer de chercher. Nous allons essayer de chercher plus de vidéos du missile de Dimona. Je pense que là, d'abord, voyons, on voit qu'il y a une anomalie, mais on ne sait pas si c'est à cause de la qualité de l'enregistrement de la vidéo. Ça aussi, c'est possible. Ça pourrait être ça, ou on pourrait aussi parler d'une anomalie dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Alors, on va voir tranquillement, on a le temps. On n'est pas pressé, on peut faire ça tranquillement, il n'y a aucune urgence, mais faisons les choses correctement parce que c'est un sujet assez sérieux. Alors, j'essaie de chercher les attaques de missiles contre Dimona. Voyons voir. Missiles, 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 missiles. D'accord, il y en a un autre par ici, voyons. Il y en a un autre ici qui est très curieux aussi. Nous en avons un autre par ici. Nous en avons encore un autre. Nous recherchons déjà des vidéos originales, pas celles éditées par des tiers. Nous allons chercher des vidéos originales. Ont-ils aussi largué des bombes à sous-munitions cette nuit? Il y a eu de tout, ouais, il y a eu de tout, hein. Voyons voir. Voyons plus de vidéos de la séquence. Ici, Par exemple, on dirait qu'il vient tout droit, hein. Mais bien sûr, là, on est déjà à 200 mètres.
Là, on est déjà à 201. Ce n'est pas non plus une vidéo très impressionnante, celle-ci. Voyons, celle-ci. On va éditer celle-ci. On va faire la même chose qu'on a faite avant. On va lever le doute. Ça dépend de la façon dont on le regarde. On va le voir d'une manière ou d'une autre. Voyons voir. Compliqué, hein? Ce qu'on fait aujourd'hui en direct, enquêter en direct, quelque chose qui prend des heures, le faire tranquillement, sans se presser. Voyons voir. C'est vrai, ce que nous voyons ici, c'est le dôme de fer, pas le système TAD. N'est pas conçu pour cela. Oui, on dirait que ça change. Regardez un détail. Regardez le changement de vitesse qu'il y a d'un point à un autre. Vous allez voir, je n'ai pas changé la vitesse pendant toute la vidéo. C'est-à-dire, elle est réglée à la même vitesse, elle est réduite, d'accord? Regardez. Comme là, ça va à une certaine vitesse. On voit même quelques sauts, quelques petits virages. Et à partir de maintenant, vous allez voir comment il accélère. Là, on voit comment il accélère. Nous parlons de 2 points, 2 choses. La première, le missile peut changer de vitesse dans la phase finale pour accélérer et prendre plus d'inertie. Mais on pourrait aussi dire, d'après l'image que nous avons vue ici, bien sûr, le mouvement de la personne qui filme influence aussi, mais on voit qu'il peut y avoir une sorte de mouvement du missile. Et que la vitesse change ensuite. Nous le revoyons par ici. Un missile iranien arrivant par le haut. Changement de vitesse. C'est pourquoi le dôme de fer explose avant que le missile n'arrive, parce que le missile ralentit en venant d'en haut, il ralentit, il continue de ralentir, et quand il passe le dôme de fer, il va commencer à accélérer. On voit clairement le saut que fait l'image, c'est évident. Un missile. Que les experts le confirment, moi je ne le suis pas dans ce domaine. Vous savez déjà que je n'y connais pas grand-chose. Moi ça me paraît étrange. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me paraît étrange. Il faudrait chercher plus de vidéos. Il faudrait chercher plus de vidéos. De Dimona, qui est justement celle qu'on a le plus pu voir. On a vu plus de détails. Les écoles seront fermées demain et lundi dans tout Israël. Il n'y a plus de personnes piégées et tout le monde est à l'hôpital. Il n'y a pas de mort. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Nous avons aussi cette vidéo, même si elle est prise de face. On ne peut pas vraiment voir la différence. Regardons celle-ci.
La première chose qu'on voit, c'est un missile qui part à sa recherche. Waouh! On va monter cette vidéo, celle-ci peut aussi être intéressante. Cette vidéo peut être intéressante. On va le regarder par ici. Je modifie seulement l'image en retirant l'audio et en réduisant la vitesse. C'est ce que je fais. Je vais d'abord mettre une version à 0,50, on la prépare, puis une autre version encore plus lente. De cette même vidéo pour qu'on puisse comparer. Voyons voir les deux moments. On va maintenant passer à 0,25. Allez, voyons voir. Première version. Il a fait un saut. Je pense qu'il y a un saut, mais allons voir. Deuxième version, plus lente. Voyons voir. Là, le missile apparaît. Je pense qu'il y a un moment juste là où le missile monte vers le haut puis redescend. Il se peut que pendant ces jours, ce soit ça, c'est une idée à moi. L'Iran a regardé les vidéos, les a regardées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont calculé les altitudes. Ils savent à peu près à quelle altitude Israël intercepte les missiles. Et eux, ils programment pour que le missile fasse ce mouvement à cette altitude, cette sorte de saut de haut en bas. Pour l'éviter, je crois, voyons cela. L'intercepteur explose avant, mais ça, c'est du dôme de fer. Ça, oubliez l'intercepteur. C'est le moment. Si c'est possible, c'est-à-dire, ce que je dis, si c'est possible, parce qu'on l'a vu en 2024, lors de l'attaque contre la base de Nevatin, des missiles qui, avant d'atteindre leur cible, changeaient de trajectoire, faisaient un saut et revenaient, cela a-t-il été vu sur des images? Regarde, on va aller le chercher. Dans l'attaque que beaucoup publient actuellement sur les réseaux sociaux, d'Israël recevant un feu incessant de missiles. Voyons si nous le trouvons par ici. C'est une vidéo où une énorme quantité de missiles tombe, une quantité incroyable de missiles tombe. Feshnevatim. Je suis en train de le chercher.
Voyons si c'est celui-ci. Celui-ci. Voyons, non. Le voilà, le voilà. Dans cette vidéo 2024 vidéo de 2024. Dans cette vidéo, lors de cette attaque contre la base de Nevatim. Ceci est une image d'archive, on la mettra ici. Une petite seconde. On le met là, image 2024, ou plutôt vidéo 2024. 2024. Vidéo? Ce n'est pas récent. Merci. Allô? Nous allons le monter. Nous allons le monter et passer au ralenti pour que vous compreniez ce que je dis. C'est comme dit Mona, c'est pareil. Pour que les gens puissent un peu comparer. Nous supprimons le bruit, nous changeons les vitesses. Nous allons mettre à 0,25 directement pour que l'on remarque bien le saut quantitatif qu'il y a dans le mouvement, dans la trajectoire de ces missiles. Et le monter, nous allons le voir. Allez, regardons-le. Une seconde, la famille. Nous y sommes, allons voir. Je me souviens que dans cette vidéo, il y en avait un qui sautait. Il faisait cette fameuse trajectoire. Que se passe-t-il? La vidéo complète n'est peut-être pas là. On ne voit pas? Voyons voir. Quoi? On peut avoir une certaine maniabilité. C'est ce que nous disons. L'Iran a mené des recherches là-dessus et ils ont sûrement quelque chose, c'est sûr, ils ont quelque chose. De plus, qui a été clairement vu dans cette vidéo. Non, bien, faisons le point, famille, faisons le point sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qui est en train d'arriver. Il y a des victimes, des blessés. Et selon des sources, une source iranienne de sécurité et politique a déclaré au journal libanais Al-Mayadin que les médiateurs ont présenté des propositions pour arrêter la guerre. Mais l'Iran a établi 6 conditions dans le cadre d'un nouveau cadre juridique stratégique avec des garanties que la guerre ne reprendra pas. Fermeture des bases militaires américaines dans toute la région, indemnisation de l'Iran pour les dommages des attaques, la fin des conflits régionaux, la mise en place d'un nouvel ordre juridique régissant le détroit d'Ormuz, la poursuite
et l'extradition du personnel des médias considérés comme hostiles à l'Iran. Eh bien, ils vont m'envoyer en Iran. Ils vont m'envoyer en Iran. Sinon, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Nous sommes hostiles. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Il ne faut pas emmener de journalistes critiques envers l'Iran. Et Trump, il a répondu. Trump lui a répondu. Bien. Extradition de membres des médias jugés hostiles à l'Iran. La source précise que l'Iran poursuivra sa campagne pour punir l'agresseur jusqu'à ce que l'agression américaine et sioniste de Trump apprenne la leçon historique. Il a affirmé que les opérations suivent une stratégie préparée plusieurs mois à l'avance. Qu'a répondu Trump? Qu'est-ce que Trump lui a dit? Nous allons le voir? Nous enlevons cette photo. Les États-Unis ont effacé l'Iran de la carte. Et pourtant, avec leur petit analyste, David Sanger, dit que je n'ai pas atteint mes propres objectifs, mais si, je les ai atteints. Des semaines avant la date prévue, leur direction est partie. Leur flotte et force aérienne anéanties, sans défense, ils veulent un accord. Moi non. Nous avons des semaines d'avance, tout comme avec leur couverture électorale incompétente à mon sujet, l'échec. Le New York Times se trompe toujours. Président Donald J. Trump. Oui, mais ils ont encore des missiles? Photos. Iran y prévient Israël. Toute escalade de la part de l'ennemi sera confrontée à un durcissement sans précédent des mesures dans le détroit d'Ormuz. Et nos options restent ouvertes. Toute agression contre notre infrastructure entraînera la destruction généralisée et immédiate des installations vitales de l'entité occupante. Il sait ce qui s'annonce. L'Iran ce soir, il s'emballe. L'Iran ce soir a goûté au sang et il s'emballe. L'Iran. Tchahal. Les systèmes de défense aérienne ont fonctionné, mais n'ont pas intercepté le missile. Une enquête sera menée pour en tirer des leçons. Il ne s'agit pas d'un armement spécial ou inhabituel. Une seconde, j'enlève ça. Apparemment, le missile accélère. Dans la dernière étape. Regarde, c'est que... Regardez. Du nombre de secondes qu'il met à passer d'une image à l'autre, regardez ici comme il va lentement. Le missile ralentit, là, il ralentit. Là, il ralentit. Et maintenant, il commence à accélérer. Chokloké. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que Tsahal le sait, mais c'est quelque chose de difficile. C'est un défi. Il faut ajuster le système et bien l'ajuster. Image aérienne d'Arad. Point d'impact. Un grand merci à tous ceux qui sont avec nous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En ce moment même dans Stratégie militaire en direct, image Zaharad. Nous allons le regarder.
Il est tombé en plein centre des blocs d'immeubles pour causer le maximum de dégâts possible. Amplifier les dégâts à davantage d'immeubles. Il n'est pas tombé sur un seul, il est tombé juste au centre. Et cela n'a pas été choisi au hasard, Il a déjà ciblé ce point pour causer le plus de dégâts possible à davantage d'immeubles, juste au centre de la place. C'est frappant. Frappant. Ça peut être une autre des raisons. Seulement 2 intercepteurs ont été lancés contre un missile. Normalement, on en lance plus. Il se peut qu'il y ait moins de missiles, ce qui est aussi possible à intercepter. Avant, Israël en lançait 3. C'est possible. L'Iran commence aussi à apprendre. Il n'est pas stupide. Et nous avons ici l'idiot de la soirée. Nous allons lui donner un prix. Chaque soir, nous avons un invité spécial. Nous avons des types qui sont très en colère. Et ce soir, eh bien, nous en avons un très spécial. Attention à qui nous allons faire venir. Attention à qui nous avons. Je ne vais pas faire de commentaires, je vais laisser les gens dans le chat faire leurs propres commentaires. En Espagne, il y a un monsieur qui s'appelle Pablo Echenique, qui dit qu'il est scientifique. On ne sait pas s'il est scientifique des dictatures, on ne le sait pas, on sait. Pablo Echenique, je ne sais pas si vous connaissez. Pablo Echenique, aujourd'hui, il a écrit quelque chose de très typique de lui, quelque chose qui reflète bien sa personnalité en tant qu'être humain. Il a dit ceci. Eh bien, les missiles israéliens peuvent aussi frapper Berlin, Paris, Rome ou Madrid, avec 2 différences par rapport à l'Iran. Les missiles d'Israël peuvent être équipés d'une ogive nucléaire, car eux, ils ont la bombe. Israël a commis un génocide. Pour moi, c'est clair. Qui fait le plus peur? Tout cela selon les informations d'Europa Press. Israël avertit que les missiles iraniens peuvent atteindre Berlin, Paris ou Rome. Ils sont directement menacés avec cette portée. Je répète, Pablo Echenique dit que les missiles d'Israël peuvent transporter une ogive nucléaire, parce que eux, ils ont la bombe. Il a commis un génocide. Pour moi, il est clair qui fait le plus peur. Peut-être que je ne vais pas dire le mot, parce que ce serait assez péjoratif et je ne veux pas Et ce genre de déclaration. Il mérite d'être à la hauteur de ce qu'il n'est pas. Peut-être. On n'a pas montré à Echenique les images des morgues dans tout l'Iran, avec plus de 40 000 personnes mortes en une semaine de manifestations pacifiques. De ce qu'ils appellent le sirop démocratique ou la démocratie, il est allé manifester. Peut-être Echenique n'a pas vu le nombre d'homosexuels qui ont été pendus et exécutés par le régime iranien, le nombre de femmes qui ont été exécutées, violées et torturées par le régime iranien. Le nombre de sportifs qui ont été exécutés par le régime iranien, le nombre de disparus qu'il y a sous le régime iranien. Mais Echenique a plus peur d'Israël
Oui, Israël, justement, n'a pas particulièrement d'affection pour les personnes qui soutiennent des dictatures qui massacrent leur peuple. Si eux gouvernaient, vous verriez déjà quel serait l'avenir de l'Espagne? Vous seriez déjà en train de le voir. Je veux des commentaires, hein? Je veux des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est énorme, c'est horrible, que quelqu'un vienne dire une telle absurdité. Mais en plus, une des pires, d'ici, la clé, c'est l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite fait le pas en avant, si l'Arabie Saoudite bouge, les pays du Golfe vont suivre. Il va y avoir une opération gigantesque contre l'Iran. Et je pense que c'est ce qui devrait arriver. Ne pas impliquer l'OTAN car ce système ne sert à rien. En plus, je pense que l'OTAN est morte dans cette guerre sans même y avoir participé. Elle est morte, elle est morte. Ils ont cédé à la pression politique de gens comme Echenique, des gens comme Sanchez, des gens comme Iglesias. D'ailleurs, Pablo Iglesias, qui dit qu'il est à Cuba pour organiser une flottille de libération à Cuba, la flottille cubaine. Il a voyagé en avion, il n'a pas voyagé en bateau, il est allé dans un hôtel 5 étoiles au Meliá de La Havane et il dort dans la suite de l'hôtel. Pendant ce temps, dans les rues, ceux dont il dit qu'ils souffrent n'ont ni électricité, ni eau, ni gaz, ni nourriture. Mais le croisiériste qui n'a pas fait de croisière, mais qui a pris l'avion pour La Havane, dit qu'il va rejoindre la flottille. Mais s'il est déjà à Cuba, comment va-t-il rejoindre la flottille? Ils vont le faire sortir sur une petite barque par un port secondaire. Ils vont le mettre sur un bateau pour que dans les 10 derniers kilomètres, Iglesias apparaisse en train de débarquer à Cuba. C'est ça le monde de ces gens-là, les Iraniens. Les gauchistes, les communistes, les profiteurs de la politique et les corrompus. C'est comme ça que les choses se passent en ce moment. Les amis, c'est ce qui se passe exactement maintenant. Pendant que nous sommes en direct, s'il vous plaît, c'est super important, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est méprisable qu'il y ait des êtres comme ça, utilisant la souffrance des gens et se moquant de tout le monde. C'est abusé, c'est abusé. Mais je continue. Communiqué, dernière minute d'Arabie Saoudite. Voyons voir. Voyons si les Saoudiens iront plus loin. Ça continue, la famille, ça ne s'arrête pas. Dimona et Arad ont été touchés, mais la guerre continue. Il faut regarder vers l'avant, il reste encore une grande partie de la mission à accomplir. Ils ne sont pas vaincus, ils sont blessés et ils sont plus dangereux. Passons au communiqué saoudien. Allons-y. Ministère des Affaires étrangères réitère la conduite sans équivoque du Royaume d'Arabie Saoudite face aux attaques flagrantes de l'Iran contre le Royaume. L'état du Conseil de coopération du Golfe et plusieurs pays arabes et islamiques. Les attaques continues de la République islamique d'Iran contre le Royaume d'Arabie Saoudite, sa souveraineté, ses biens civils, ses intérêts économiques et les sièges diplomatiques à l'intérieur du Royaume, constituent une violation flagrante de toutes les conventions internationales pertinentes, des principes de bon voisinage et du respect de la souveraineté des États. Dans l'accord de Pékin et la résolution 2817-2026 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Elles contredisent également les principes de fraternité islamique ainsi que les valeurs et préceptes de la foi islamique que la partie iranienne invoque continuellement, confirmant ainsi que de telles déclarations ne se reflètent pas dans leurs actions, réaffirmant la déclaration du ministère publiée le 9 mars 2026 en ce qui concerne les attaques continues de l'Iran, qui mèneront à une escalade supplémentaire et auront de graves conséquences pour les relations présentes et futures. Le Royaume d'Arabie Saoudite a informé l'attaché militaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran dans le Royaume. À l'attaché militaire adjoint et à 3 membres du personnel de la mission de quitter le Royaume et les a déclarés persona non grata, il leur est demandé de quitter le Royaume dans un délai de 24 heures. Le Royaume affirme aussi qu'il n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour faire de ce pays un pays de paix. L'Arabie Saoudite a déclaré qu'il protégera son territoire, son espace aérien, ses citoyens, ses résidents, ses ressources et ses intérêts, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Moins de paroles et plus d'action. Mais il commence à se lasser. Les Saoudiens, ils commencent à se lasser. Ils atteignent déjà des points très fatigué. Mon Dieu. Je vois des images par ici. C'est vraiment impressionnant, hein? Nous avons des images, Ben Gvir. Il est arrivé. Une seconde, la famille, on vérifie quelque chose. Une seconde. Nous avons une vidéo de Ben Gvir. Vidéo de Ben Gvir. Au fait, nous allons essayer de publier ce direct sur Telegram via les modérateurs pour que la communauté soit notifiée. Je vois que ça n'a pas été notifié, s'il vous plaît. Faisons attention à ces choses. C'est super important. D'accord. Allons-y. Nous avons une vidéo de Ben Gvir. Allons la regarder, Ben Gvir. Eh bien, Ben Gvir n'est pas mort. Ben Gvir n'est pas mort. Ben Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure d'Israël, arrive à la zone 0. Voilà Ben Gvir. Les médias demandent s'ils peuvent y aller, s'ils peuvent entrer. Non, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas passer.
Attention, parce que si Ben Gvir est là, la réponse sera forte. La réponse sera assez forte, elle sera assez ferme, sans aucun doute. Sans aucun doute, Ben Gvir est là. La réponse va être forte. Famille, on y va tout de suite rapidement. Enlace Judio. Car là-bas aussi, il couvre beaucoup. Je veux voir des réactions. Le docteur Irving Attel est en direct. Je vais essayer d'y aller avec eux. On se retrouve dans la prochaine émission sur Stratégies militaires. Merci d'avoir été avec nous. Programme spécial situation chaotique dans le sud du pays d'Israël avec l'impact des missiles. On se retrouve dans la prochaine émission. Salut à tous.